Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis la démission de son gouvernement le lundi 6 octobre, alors qu'il venait de nommer une partie de ses ministres quelques heures plus tôt. Ce gouvernement éphémère aggrave la crise politique que traverse notre pays depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024. Les oppositions se tournent désormais vers Emmanuel Macron pour lui demander une nouvelle dissolution ou tout simplement son départ de l'Élysée. Alors comment en sommes-nous arrivés là? Que se passe-t-il au sommet de l'État? Que peut faire le président à présent? Dans cet épisode de Code Source, on va retracer le film des événements qui se sont précipités ces 2 derniers jours avec Marcelo Vesfred, chef adjoint du service politique du Parisien. Madame Elisabeth Borne, ministre d'État. Marcelo Vesfred, le point de départ de cette séquence politique hallucinante, c'est le dimanche 5 octobre au soir, la nomination d'une partie du gouvernement de Sébastien Lecornu, qui aura mis 3 semaines à le former. Les négociations ont été difficiles. Et dans cette première salve de noms, il y a peu de surprises. La plupart des ministres de François Bayrou sont reconduits. Mais à 21h30, tout commence à dérailler. Alors résumez-nous ce qu'il se passe. En fait, il y a un nom qui va mettre le feu aux poudres, c'est le nom de Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie qui est resté 7 ans et 4 mois à Bercy. Il est un peu l'incarnation de la Macronie triomphante et responsable pour une partie de la classe politique du dérapage des finances publiques. Donc quand son nom apparaît alors que personne ne l'a vu venir, immédiatement ça crée une sorte d'émoi, notamment chez les oppositions évidemment qui disent on reprend les mêmes, et à droite où on se dit mais donc c'est des macronistes pur jus qui reviennent. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, raconte qu'il a vu pendant quasiment 2 heures Sébastien Lecornu dimanche et qu'à aucun moment le Premier ministre ne lui a indiqué la surprise du chef, le retour totalement inattendu de Bruno Le Maire. Et Bruno Retailleau, il est membre des Républicains, donc c'est finalement un allié, il n'est pas de la famille politique d'Emmanuel Macron, donc il conditionnait aussi un peu son retour dans ce gouvernement à un certain nombre de choses. Cela faisait plusieurs jours que la droite s'interrogeait pour savoir si elle allait rester ou non au gouvernement. Il y avait des piliers comme Laurent Wauquiez qui voulait absolument en sortir, etc. Bruno Retailleau, qui doit sa notoriété au fait d'être devenu ministre de l'Intérieur, il voulait continuer en étant au gouvernement, mais du coup, pour prendre en compte le fait que ça discutait beaucoup dans son parti, il avait posé des lignes rouges, il demandait des garanties. Il avait notamment demandé à Sébastien Lecornu de lui présenter une feuille de route, une lettre d'engagement pour qu'il puisse avoir un document noir sur blanc à présenter à ses troupes, disant ce que le gouvernement Lecornu allait faire comme politique. Or, Sébastien Lecornu lui dit oui, dans 48 heures. 48 heures après, il n'y a rien. Les jours passent et il n'y a toujours pas de lettre d'engagement. Au final, il y aura un document qui sera très sommaire, très vague, très flou. Mais la droite s'interroge. Et c'est ça qui explique le psychodrame. C'est-à-dire que la droite arrive avec quelques interrogations en interne et un débat. Et au moment où arrive cette surprise Bruno Le Maire, eh bien, ça fait disjoncter une partie des cadres des Républicains. Donc ça, on comprend que c'est la goutte de trop. Qu'est-ce qui se passe alors? Que fait Bruno Retailleau à ce moment-là? À ce moment-là, Bruno Retailleau essaye d'appeler le chef du gouvernement pour lui dire « c'est pas possible, tu m'as pas dit, comment c'est imaginable, sans moi, sans les LR, il n'y a pas de gouvernement ». Et il décide de tweeter un message, donc de mettre sur les réseaux sociaux un message disant « c'est pas possible, cette composition du gouvernement ne reflète pas la situation politique et nous n'avons pas la rupture promise par Sébastien Lecornu lors de la passation de pouvoir ». Ce tweet va constituer une menace vitale pour le gouvernement Lecornu parce que si la droite sort du gouvernement, il n'y a plus de gouvernement. Donc, à partir de là, pendant toute la nuit, Sébastien Lecornu appelle les uns et les autres et il se rend bien compte que si la droite s'apprête à sortir, à ce moment-là, ça ne va pas tenir. Et c'est pourquoi, le lendemain matin, il anticipe et il remet sa démission au chef de l'État. Il remet sa démission aux alentours de 9h30 au chef de l'État. Emmanuel Macron l'accepte. Vous, Marcelo Vesfred, et les journalistes politiques du Parisien, comment vous accueillez cette information ? Alors déjà, on avait compris
dès le dimanche soir que les choses allaient se précipiter. On ne pensait pas, pour être tout à fait honnête, que le lundi matin aux aurores, on aurait déjà une démission. On pensait que les événements se précipitaient, mais pas à cette vitesse. En fait, ce qui se passe, c'est que Sébastien Lecornu anticipe parce qu'il se dit, de toute façon, mon gouvernement ne va pas tenir, je vais tomber, soit parce que les LR seront partis, soit parce que je vais prendre une motion de censure dans 2 jours. Autant prendre les devants. Donc il va faire d'ailleurs, c'est toute l'ironie de l'histoire, la même chose que François Bayrou. Au fond, il voulait changer de méthode, mais comme François Bayrou, il va d'une certaine façon s'auto-censurer pour éviter d'être poussé vers la sortie par les oppositions ou par des désaccords au sein du socle commun. Être Premier ministre est une tâche difficile, sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Depuis 3 semaines, pourtant, j'ai tenté de bâtir les conditions pour lesquelles nous pourrions faire adopter un budget pour la France, pour l'État, mais aussi... Vous passez de nombreux coups de fil, vous et vos collègues, j'imagine, vous appelez des conseillers, des personnes qui appartiennent au camp d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que toutes ces personnes vous disent à chaud ? Il y a une sidération parce que on peine dans le socle commun à comprendre 2 choses. D'abord, l'attitude de Sébastien Lecornu et ensuite la réaction, pour certains, de Bruno Retailleau. On va prendre dans l'ordre. Sébastien Lecornu, il avait été nommé parce que c'était un spécialiste de la négociation. Et on se rend compte qu'en 25 jours, record battu. Le précédent record, c'était 16 jours pour constituer un gouvernement, c'était Michel Barnier. En 25 jours, il crée une équipe qui finalement ressemble comme 2 gouttes d'eau à la précédente, à part qu'on a fait revenir Éric Woerth, qui incarne pour beaucoup la réforme des retraites sous Sarkozy, et Bruno Le Maire, qui est la figure du dérapage financier pour beaucoup de représentants. Donc, ça devient une surprise. Et deuxièmement, Bruno Retailleau suscite une crise majeure en retirant d'une certaine façon sa confiance à ce gouvernement sur la base d'une question de casting et non pas sur la base d'un désaccord, par exemple sur la politique des visas ou sur la ligne en matière régalienne. Le soir même, on apprend qu'Emmanuel Macron confie à Sébastien Lecornu la mission de mener d'ultimes négociations pendant 48 heures. Quel est le but de cette mission, au juste ? Alors on va être honnête, personne ne s'y attendait. C'est un nouveau rebondissement. Là où on a eu la puce à l'oreille, c'est quand on a vu que Sébastien Lecornu, qui avait remis sa démission, est revenu à 16h à l'Élysée. On s'est dit, c'est bizarre, s'il a remis sa démission, il n'a plus rien à faire, il n'a plus de mission. Et par ailleurs, lors de sa prise de parole le matin à 11h depuis le perron de Matignon, Sébastien Lecornu, il n'avait pas dit je remercie le président de la République. Il tenait pas des propos qu'on tient quand c'est terminé, on claque la porte, ou on s'en va, ou on ferme la porte, on éteint la lumière derrière soi. Non. Donc là, petite puce à l'oreille, mais on n'imaginait pas ce scénario, à savoir qu'il serait maintenu pour un sursis de 48 heures, de façon à faire à nouveau des tractations dans le socle commun, pour voir s'il n'y a pas une façon de faire à nouveau un gouvernement. Sous-entendu, s'il y a eu un échec, c'est pas parce que on a un problème de politique, etc., c'est qu'on s'y est mal pris. On va recommencer une dernière fois, on va y arriver. Et, ultime rebondissement, on apprend quelques minutes après que, en fait, ce rôle de préfigurateur, de négociateur de Sébastien Lecornu, en fait, il va le faire, et une fois que ce sera réalisé, qu'il aura trouvé un compromis, il s'en va. Il est maintenu pour 48 heures, mais, nous dit-on, il ne va pas rester Premier ministre, et l'Élysée nous fait savoir de façon indirecte que si ça ne marche pas, le chef de l'État prendra toutes ses responsabilités. Basta, on n'en sait pas plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire... Je traduis, mettez-vous d'accord les forces du socle commun, sinon je dissous. Et si je dissous, vous allez tous perdre vos postes. Et c'est une manière, ces 48 heures, de gagner encore un peu de temps, ou est-ce que le chef de l'État, à ce moment-là, a vraiment un espoir que des responsables politiques s'entendent pour former un gouvernement de stabilité, au moins pour faire adopter le budget d'ici à la fin de l'année ? Les deux. Gagner du temps, c'est la stratégie numéro 1, la plus habituelle qu'utilise le chef de l'État à chaque fois qu'il y a une difficulté. Il annonce une initiative politique d'ampleur, etc. Il annonce des choses qui lui permettent de gagner du temps. Tout le monde cogite, mais voilà ça. Il organise des grands raouts. C'est sa méthode de gouvernement pour tenir. Donc ça, il l'a beaucoup fait. Ensuite, sur le fond, il estime que le salut viendra
en tout cas c'est sa première analyse, du socle commun. Donc on ne change rien, la seule chose, se dit-il, il faut s'y prendre autrement. Il voit bien, si Bruno Retailleau a claqué la porte sur la question du casting et de Bruno Le Maire, il se dit, dans ces cas-là, on va s'y prendre autrement, on va changer de méthode, on mettra un autre casting et ça va fonctionner. Il y a peut-être une forme de déni de ne pas vouloir voir que le problème tient peut-être à autre chose. Un peu plus tard, Gabriel Attal, ancien Premier ministre et actuel président de Renaissance, est l'invité du 20h de TF1 et il a des mots très durs envers le président. Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus les décisions du président de la République. Le lendemain, le mardi 7 octobre, dans la matinale de RTL, Édouard Philippe, un autre ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, demande l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Et il me semble qu'il s'honorerait si, par exemple, il nommait un Premier ministre avec pour fonction d'exécuter les affaires courantes et de construire un budget. Et qu'à l'issue, dès lors que ce budget est adopté, dès lors que la France est dotée d'un budget, et c'est indispensable, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté. Marcelo Vesfred, ces deux déclarations venant de proches d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Comment il faut les interpréter? Alors là, c'est véritablement un tournant. On avait eu le délitement du socle commun avec cette porte claquée par Bruno Retailleau, mais Bruno Retailleau, c'est la droite, c'est un allié. Là, nous avons deux pilier du bloc central, de la famille politique. Édouard Philippe est le premier ministre de l'ère Macron, celui qui a duré le plus longtemps, qui incarne les débuts un peu triomphants de la Macronie. Et Gabriel Attal, c'est une figure importante de la Macronie, chef actuellement du parti Renaissance, parti créé par le président de la République. Donc, quand ces deux personnalités prennent leur distance, on est dans une forme de rupture. Et alors, la plus forte est celle d'Édouard Philippe. Édouard Philippe demande une sorte d'élection programmée, anticipée. Enfin, il veut pas une démission du chef de l'État, mais il veut que le chef de l'État dise, voilà, dans tant de mois, une fois que le budget sera passé, il y aura une élection présidentielle, je quitterai le pouvoir. Il est le premier responsable d'un mouvement qui n'appartient pas aux extrêmes à demander le départ du chef de l'État. C'est donc quelque chose, une déclaration ultra forte, inattendue, et qui accélère le délitement de la fin du quinquennat. Gabriel Attal est quand même le président du parti d'Emmanuel Macron et lui-même désavoue en quelque sorte le président de la République. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ou rarement vu. Alors, ça s'appelle la rupture. Quelque part, Nicolas Sarkozy avait fait ça avec Jacques Chirac également. Ça fait plusieurs semaines, voire mois, que Gabriel Attal commence à marquer sa différence d'avec Emmanuel Macron. Que ce soit Gabriel Attal ou Édouard Philippe, deux présidentiables, ils se disent que l'impopularité d'Emmanuel Macron est tellement forte que s'ils ne font pas quelque chose, s'ils ne prennent pas leur distance, ils risquent d'être emportés avec l'eau du bain. C'est un peu leur réflexion. Et par ailleurs, ils ne comprennent pas très bien les décisions du chef de l'État. D'ailleurs, Gabriel Attal le dit, je ne comprends pas ce qu'il fait depuis la dissolution. La dissolution est vraiment l'élément à l'origine du divorce, puisque le socle commun depuis vit les pires difficultés et les uns comme les autres ont été mis devant le fait accompli. Ils n'ont pas été consultés. Ils ont appris le soir de la dissolution que le chef de l'État s'en remettait au peuple. Ce mardi 7 octobre, notre journal, Le Parisien, a décidé de titrer en deuxième page de son édition papier « Emmanuel Macron au bord du gouffre ». C'est pas des mots qu'on emploie à la légère. Nous, dans ce journal, on est vraiment, Marcelo Vesfred, sur une fin de règne ou en tout cas quelque chose d'irrémédiable au niveau du président de la République. C'est une fin de règne qui s'accélère et sur fond de silence de la part du chef de l'État. Il n'a toujours pas commenté le départ de François Bayrou, l'arrivée de Sébastien Lecornu, la chute du gouvernement Lecornu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Titre, vous parliez de la page 2, mais pas en page 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Sous-entendu, en période comme ça de crise, on se tourne vers le sommet de l'État pour savoir quelle initiative va être prise. Et on a un chef de l'État qui, d'habitude, adore commenter l'actualité, donner des interviews, se faire filmer quand il rencontre des gens, etc., qui est plutôt très bavard, qui en ce moment a fait le choix de ne faire que de l'international et en matière de politique domestique nationale d'être le plus discret possible. Sauf que maintenant, on a besoin d'une direction, on a besoin de savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il va provoquer une nouvelle dissolution? Est-ce qu'il veut continuer avec le socle commun? Est-ce qu'il va se tourner vers un Premier ministre de gauche,
Après tout, c'est une option qu'il n'a pas essayée. Est-ce qu'il va accepter de gouverner jusqu'à la dernière minute ou est-ce qu'il va abréger les choses en rebondissant sur la proposition d'Édouard Philippe? Pour l'instant, il y a un silence très inhabituel et qui vient alimenter l'idée que c'est la crise. Puisque en ce moment, on a l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Marcelo Westphred, les oppositions sont divisées sur la suite à donner aux événements. Le Rassemblement national, par exemple, demande à Emmanuel Macron de dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale. On sait que la France insoumise, par exemple, demande plutôt la démission du président de la République. À gauche, leurs collègues socialistes demandent, eux, plutôt à être nommés à Matignon, à accéder au pouvoir pour tenter de former un gouvernement. Alors, explorons ces options les unes après les autres. La démission d'Emmanuel Macron, est-ce qu'elle est probable en l'état ? Jamais Emmanuel Macron ne voudra démissionner, sauf s'il y est contraint. Donc c'est tout le travail de certaines formations politiques, notamment sur les extrêmes, d'essayer de l'y contraindre, soit à travers une motion de destitution au Parlement déposée par LFI mais qui n'a aucune chance d'aboutir, soit plus vraisemblablement par la pression populaire, la pression des oppositions, des manifestations, etc. Donc ça, pour l'instant, ça semblait loin, mais ça peut devenir une option crédible. Ensuite, la question de la dissolution, elle est appelée de ses voeux par les formations politiques qui se disent qu'elles y ont un intérêt électoral. Le RN, si demain les Français votent sur des élections législatives anticipées, le RN va gagner des voix. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour avoir une majorité absolue ? Pas sûr. Ça, c'est un pari. Jordan Bardella dit oui, mais on gouvernera, il y aura toujours des LR qui viendront gouverner avec nous. Oui, mais s'il manque 40, 60 députés pour avoir une majorité absolue, l'alternative peut être pire. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un Parlement, une Assemblée nationale, avec une très large majorité relative RN, mais pas de majorité absolue, et personne ne voudra faire le moindre accord avec le RN, et à ce moment-là, vous aurez une situation encore plus bloquée qu'elle ne l'est en ce moment. Et rien n'exclut en plus qu'on n'aboutisse pas à 3 blocs avec un nombre de sièges équivalent comme aujourd'hui finalement. Non, vous aurez forcément une poussée du Rassemblement national parce que tout ce qui se passe en ce moment lui est favorable, c'est du carburant pour le discours du RN. En revanche, la question de savoir si le RN peut avoir une majorité absolue, elle se pose. Ça voudrait dire que le Front républicain ne fonctionne plus, c'est ce que disent les sondages, mais ça reste à voir, parce qu'on a vu lors des dernières législatives qu'on pensait que c'était mort, et puis finalement il y a eu un élan qui fait qu'il y a eu un barrage très fort au Rassemblement national, donc ça c'est une inconnue. Reste que pour l'instant le Rassemblement national est à peu près un peu plus de 120 députés, avec des alliés, Éric Ciotti, bon il est à peu près à 140, il faut arriver à 289. S'il n'est pas à 289, c'est-à-dire s'il n'a pas la majorité absolue, il ne pourra pas imposer ses textes et on sera à nouveau dans une forme de blocage. Et enfin, la gauche, notamment le Parti socialiste et les écologistes, demandent quant à eux, en ce moment, une cohabitation. Donc que quelqu'un de leur rang soit nommé à Matignon et tente de nouer des alliances, notamment avec les macronistes, peut-être pour faire un gouvernement qui penche un peu plus à gauche. Est-ce que ça peut tenir en l'état ? Alors, la gauche, sans les insoumis, se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour accéder au pouvoir grâce à cette crise, ou à la faveur de cette crise. Il l'avait demandé il y a un an, de façon unitaire avec les insoumis. Cette fois-ci, il le demande sans les insoumis, notamment de la part des socialistes, avec l'idée qu'il pourrait bénéficier dans ce cadre-là d'une non-censure des renaissances, de Gabriel Attal, des macronistes, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que notamment les socialistes se disent que si demain il y a des législatives anticipées, eh bien, ils vont perdre beaucoup de postes. Ils sont en ce moment en plein divorce avec les insoumis, donc ça va les obliger soit à partir chacun dans leur couloir de nage sans accord électoral, et dans ces cas-là, ça va être très dur pour tout le monde, soit de manger leur chapeau pour retourner à une forme de NFP ou de NUPES, donc d'un accord électoral avec les insoumis, quand bien même ils n'ont cessé de croiser le fer depuis des mois et des mois, ça voudrait dire aucune sincérité, que les intérêts politiciens qui comptent, et dans ces cas-là, c'est une situation très inconfortable. Donc ils se disent, il y a quelque chose qui peut nous être favorable, c'est qu'on aille au pouvoir. Ils ont bien vu comment Bruno Retailleau, par le simple fait d'être au pouvoir, est devenu un présidentiable qui compte. Ils se disent, ça peut nous arriver, on y va. Ils ont présenté, les socialistes, un contre-budget. Si vous êtes très attentifs, vous verrez que dans le dernier communiqué, les socialistes ont un peu
réduit leurs prétentions. Il ne parle plus d'abroger ou de suspendre, c'était le terme, la réforme des retraites, mais il parle d'engager un débat parlementaire sur la réforme des retraites. Vous voyez, ils commencent à baisser un peu leurs conditions en espérant que le chef de l'État, Emmanuel Macron, se dise « Bon, j'ai essayé de toutes les autres options, socle commun, droite, macroniste, je vais maintenant demander à Olivier Faure d'aller à Matignon. » C'est leur pari. Le chef de l'État jusqu'à maintenant n'a jamais voulu se dédire. Le fera-t-il? Réponse à partir de mercredi. Marcelo Vesfray, dans l'état actuel, on peut avoir l'impression que ce qui bloque dans la situation politique, c'est bien évidemment le résultat des législatives anticipées, le fait qu'il y a 3 blocs sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais aussi l'entêtement des responsables politiques à vouloir faire appliquer leur programme, à ne pas vouloir faire de concessions avec les autres partis. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas, et Sébastien Lecornu a raison dans son allocution il y a quelques jours de dire que les uns et les autres ne font que poser des lignes rouges et donc c'est difficile de s'en sortir. François Bayrou faisait le même constat, Michel Barnier faisait le même constat. Donc il y a quelque chose d'un peu désespérant de voir 3 personnalités, bon, elles sont de familles politiques assez voisines, mais globalement quand même, c'est des personnalités différentes, d'âges différents, de trajectoires différentes, faire le même constat, à savoir que personne n'est prêt à faire trop de concessions. Et pourquoi? Parce qu'on est à 6 mois d'élection municipale et qu'on est à 1 an et demi d'élection présidentielle. Donc les uns comme les autres se disent on ne va pas compromettre notre chance pour l'élection suprême en tentant des compromis qui de toute façon n'aboutiront à rien puisqu'il n'y a pas une loi importante qui passe en ce moment au Parlement. Merci Marcelo Vesfray, et pour suivre en temps réel cette actualité politique qui évolue d'heure en heure, rendez-vous sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Grouzis et Clémentine Spiller, réalisation Julien Moncouquiol. Vous pouvez soutenir Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, en laissant des pouces en l'air et des commentaires sur YouTube, des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est ce qui nous aide à remonter dans les algorithmes. Et ne ratez pas non plus Crime Story, notre podcast fait divers, avec une nouvelle histoire criminelle en ligne chaque samedi.